Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Ce régime devient décidément dangereux pour tout le monde, y compris pour lui-même. Il est désormais dans une attitude de bête blessée, de fauve acculé. Il ne sait plus ce que raison veut dire. Il n'a plus la capacité d'évaluer les risques, même pas ceux qu'il fait courir à sa propre pérennité, voire même à la sécurité de ses membres, de leur famille. Nous avions tous pensé à un certain moment que ce régime allait tirer des enseignements de ce qui est advenu aux despotes que leur peuple avait réussi à renverser. C'est hélas loin d'être le cas. Et c'est l'avis de ceux-là même, de nombreuses personnes très proches de ces mêmes barons et qui ne sont pas sans savoir combien les gens de ce régime sont incapables de se ressaisir, de comprendre qu'il leur est encore possible de négocier une retraite tactique, une transition en douceur, qui pourrait prendre de toutes les façons plusieurs années et qui pourrait leur permettre de négocier les meilleures conditions, d'avoir des assurances pour leur sécurité, voire même pour les biens qu'ils ont acquis dans des conditions pour le moins douteuses. Ils sont encore en position de force et il leur est encore loisible d'entrer dans une dynamique qui pourrait permettre d'abord de sauver le pays, dans le même temps qu'elle leur assurerait l'impunité, la galbe. Mais c'est un peu comme demander au furet de ne pas commettre de carnage dans le poulailler où il a réussi à s'introduire. Même si les piaillements des poulets qu'il s'apprête à égorger vont attirer le fermier, et même si cela va lui valoir d'être tué lui-même à coups de gourdin. C'est plus fort que lui. Il ne sait pas se refréner. Il ne sait pas faire appel à sa sagesse, parce qu'il n'en a pas, tout simplement. C'est là toute la différence entre la ruse et l'intelligence. La ruse animale, la ruse du renard ou du furet, et la sagesse du politicien qui a mûri dans l'exercice de la politique. La prudence et la retenue du tacticien qui sait reconnaître le moment de la concession, de la prudente retraite, de la sage disposition à la négociation. C'est cela que cette machine folle désormais du régime algérien ne sait plus appréhender. La même folie furieuse que celle de Kadhafi à ces derniers moments. Et nous savons tous ce qu'il en a résulté, autant pour Kadhafi et sa famille que pour tout le peuple libyen. Ce régime est dans la même folie suicidaire. Lui qui ne parvient même pas à voir ce qui lui pend au nez, ni à entendre la fureur de la crue qui gonfle à l'horizon, ni le tonnerre qui gronde au loin, annonciateur de tempête et de fureur. L'affaire de ces journalistes qu'il empêche de faire leur travail, qu'il corrompt ou qu'il incarcère, selon la disposition des uns et des autres, cette armée de policiers et de gendarmes qu'il lâche contre les manifestants, ces menaces de terrorisme qu'il diffuse sans nuance à chaque velléité de contestation, à chaque rendez-vous électoral, ces fausses institutions dont il arrose les membres au point où ceux-ci achètent leur siège à coups de milliards, ces élites qui s'exilent par milliers, toute cette jeunesse qui ne rêve plus que de partir, ce pays tout entier qui tombe en ruine, qui va à volo, ce pouvoir d'achat de millions de gens qui les précipite dans la misère et la rupture avec fracas de tous les grands équilibres. Tout cela, et pire encore, ne l'interpelle nullement, ce régime. Pas même une sédition qui risque d'éclater dès demain, peut-être, au sein du haut commandement de l'armée. C'est pour ça que rien n'est plus dangereux qu'un fauve acculé. Et c'est pour cela que les Algériens doivent conjurer tous ensemble la menace qui s'apprête à fondre
sur leur vie. Aujourd'hui. FrontlineDefenders.org. Abdullah Benaoum accusé à cause de son travail en faveur des droits humains. Par la rédaction. HuffPost. Rassemblement pour la dignité et la liberté du journaliste ce matin à la Maison de la Presse. Par la rédaction. Algérie Direct. Entretien, Maître Bouchachi. Adlen Mella a perdu 14 kilos. Il est très affaibli. Par Algérie Direct. Adlan Mellah en danger de mort. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Saïd, merci d'être avec nous. Merci, Jamal. Merci. Merci. Au téléphone depuis Alger, Zoubida Assoul, avocate, présidente de l'UPC, porte-parole de Mouatana. Zoubida Assoul, merci d'être avec nous. Bonsoir, Jamal. Merci à vous. Bonsoir et merci à vous. Amira Bouraoui, médecin et militante pour la démocratie et membre fondatrice de Mouatana. Amira Bouraoui, merci d'être avec nous. Bonsoir, M. Bintignos. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Nous allons commencer par Zoubida Assoul. Zoubida Assoul, vous avez été aujourd'hui au rassemblement devant la Maison de la Presse pour vous exprimer sur cette situation, sur cette atroce situation faite à Adlan Mellah. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui, merci encore, Jamal, pour votre invitation et je salue votre invité sur le plateau, Saïd Aknin. Écoutez, ce matin, le collectif des journalistes avait fait appel à ce rassemblement symbolique, en fait. D'abord pour dire que la situation de santé et aussi de morale d'Adlan Mellah est en danger parce que hier, je l'avais rencontré, Maître Bouchachi et moi, pendant 1 heure en parloir. On a essayé de le dissuader et de le conjurer d'arrêter la grève parce que son état de santé est en danger. Malheureusement, il y tient parce qu'il est convaincu qu'en tant que citoyen algérien, il n'a pas eu droit à un procès équitable tel que défini par les lois de la République algérienne, par la Constitution et par toutes les conventions qui régissent les droits des journalistes et les droits de l'homme en général. Hier, on avait rencontré un jeune homme affaibli qui a perdu plus de 14 kilos, qui est en isolement depuis quand même 1 mois, dans une cellule qui n'était pas chauffée. Donc tout ça participe à la dégradation de son état de santé, ce qui nous a vraiment inquiétés. Ce qui nous inquiète, est-ce que Adnan Mellah jusqu'à son procès? Zoubida Assoul, est-ce que vous pourriez nous réexpliquer de nouveau pourquoi Adlan Mellah est en prison et s'il a été incarcéré en conformité avec la loi et les dispositions de la Constitution qui interdisent généralement d'emprisonner un journaliste en fonction de ce qu'il a écrit ou dit, dans le cadre de ses fonctions? Oui, écoutez, la Constitution algérienne, l'article 50, interdit clairement et stipule qu'il est interdit d'incarcérer un journaliste pour son travail journalistique ou même pour des contraventions ou des délits liés à sa fonction de journaliste. C'est clair, la Constitution est claire. Aussi, la loi sur l'information qui parle aussi des délits de presse, qui ne dépasse pas une amende. Maintenant, l'affaire de Adnan Mellah, celle-ci en particulier, on l'a incarcéré, on l'a inculpé avec d'autres amis à lui qui sont aussi journalistes. Un est photographe et l'autre, il est réalisateur, que je sache. Mais il a eu un traitement en particulier parce que d'abord le chef d'inculpation pour des faits où il y a eu un rassemblement de soutien pour Reda CT16, lui il est parti, il a répondu à cet appel-là de ce rassemblement pacifique devant le Théâtre National à Alger. Lui il est parti pour couvrir ce rassemblement. Il a été interpellé par les services de sécurité.
Il a répondu à l'injonction, il est parti avec les services, ils l'ont emmené dans les locaux du commissariat, il a été auditionné pour rassemblement illégal. Par la suite, quand l'affaire est arrivée devant le procureur de la République, les mêmes faits ont pris 3 chefs d'inculpation. Rassemblement illégal et atteinte à corps constitué et aussi refus d'obtempérer, alors que c'est les mêmes faits. Lui, il n'a pas refusé, il n'a insulté personne, selon ce qu'il y a dans le dossier. Et c'est ce qui nous D'ailleurs, nous avons vu les images à Zoubeda Assoul, des images, parce que ça a été filmé, diffusé très largement. Tous les Algériens ont vu les images et ont vu qu'il était très courtois, qu'il a obtempéré, qu'il n'a pas refusé d'exécuter et qu'il s'est même accepté d'accompagner l'officier de police qui le prenait par le bras. Nous l'avons tous vu. Restez avec nous, Zoubeda Assoul, je reviens à vous dans un moment. Amira Bouraoui, vous qui êtes médecin et militante pour la démocratie, pour les droits de l'homme, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire, à plus forte raison, qui n'est pas seul à être ainsi opprimé? Il y a aussi Ben Aoum Abdallah qui pourrit en prison, dont presque personne ne parle. Il y a Marzouk Touati également qui a été condamné dans un procès cousu de fil blanc. Il y a Ali Ben Haj, même s'il n'est pas de votre chapelle politique, qui est empêché, y compris d'aller faire la prière, qu'on jette comme un sac de sable dans la malle des policiers, au point où on lui a cassé et fracturé la jambe. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces abus, Amira Bouraoui? Je pense que déjà, la situation du journaliste algérien, déjà, on ne peut pas avoir de démocratie sans liberté d'expression et sans un journalisme libre. Le journaliste algérien n'a pas eu un moment de répit depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire qu'il est sorti de la décennie où on a perdu énormément de journalistes à cause du terrorisme intégriste et qu'à la venue de Bouteflika, il a commencé déjà très tôt à mettre des journalistes en prison. La liste est longue, un papyrus ne suffirait pas à mettre tous les noms. Moi, ce qui a réveillé, ce qui m'avait mis déjà en colère contre ce régime, c'est déjà lorsque M. Benchiko a été emprisonné pendant 2 ans pour un livre, Bouteflika, l'imposture algérienne. Et le temps et l'histoire a fini par lui donner raison. Et par la suite, les journalistes ont continué à subir la prison, et les militants aussi, les militants, ceux qui ont été médiatisés et ceux qui n'ont pas été médiatisés. Mon ami et camarade Badi Abdelrani a des dizaines de dossiers d'inconnus, entre guillemets, qui ne sont pas des noms. C'est-à-dire, à la limite, Marzouk Touati et Adlan Mellah, on en a entendu parler. Mais il y a aussi plein de citoyens, des dizaines de citoyens qui ont subi ou la prison, où on leur a demandé de payer des sommes d'argent pour atteindre à l'image du président, alors que moi, je n'ai pas vu autre que ce régime qui porte atteinte à l'image du président. On l'a vu le 1er novembre dernier. Quel est le but de tout cela? Bien entendu, c'est d'un côté de faire peur et de faire taire les journalistes. Adou, M. Djemeldine Benchinour, qui a ardonné le peu de fois, hein. Moi je suis interdite de médias, je ne suis pas invitée. Mais les rares fois où je l'ai été, ou par Abdou Smar pour parler de la grève des résidents, ou par les médias face à Abu Jarrah, on vous dit clairement évitez les sujets qui fâchent. On vous pousse à l'autocensure. Parce que, et quand vous leur dites, mais pourquoi je parle des médecins, mais la crise est globale, elle n'est pas uniquement au niveau du secteur de la santé, ce sont tous les secteurs, c'est la gouvernance qui pose problème. On vous dit, Malish, ahadri chouïa, khair min walou. Amira Bouraoui, est-ce qu'une seule fois, au cours des dizaines et des dizaines de fois où vous êtes passé à Maghribia, on a essayé de vous brider ou de vous orienter?
Il est clair que non, non, je n'ai jamais été bridée. Et je reviens sur M. Ali Belhadj. M. Ali Belhadj, moi j'ai dit, il a le droit de prier. Ce qu'il ne doit pas faire, c'est faire de la politique dans la mosquée et je reste cohérente. Très bien. Restez avec nous, Amira Bouraoui. Je reviens à vous dans un moment. Saïd Aknin, donc voilà, Adlan Mellah, de la vie de beaucoup de gens, est en danger de mort, quasiment, pour dire les choses. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été incarcéré une première fois. On l'a relâché en lui demandant j'allais dire un mot, de fermer sa bouche, dire voilà, pour rester poli. Il ne l'a pas fait, au contraire, il est sorti, il a essayé de déterrer des dossiers, de faire des révélations. On l'a tout aussitôt incarcéré encore une fois. Et dès qu'il est arrivé, avant même qu'il commence sa grève de la faim, on l'a mis en isolement, dans une cellule de 1 mètre de large sur 2 mètres de long, avec une lampe tout le temps allumée, où il fait très froid, et où il subit des brimades, et où on l'empêche de dormir, puisqu'à chaque fois, des gens vont le voir. Une fois le médecin, une fois le directeur de l'établissement, une fois un gardien, pour l'empêcher de dormir. C'est une torture morale indicible. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Saïd Aknin? Bonjour Jamaldine. Bonjour. Bonsoir plutôt. Je salue aussi nos chaleureuses invités, Madame Assoul et Madame Bouraoui, ainsi que les téléspectateurs. Première question qui me vient à l'esprit, au-delà de l'aspect juridique et de tous les aspects. Adlan Mellah est un jeune comme moi. Adlan Mellah est un être humain, un père de famille. Il a une femme, des enfants. Adlan Mellah est un jeune, il a un parcours qu'il a. C'est comme moi. On a un parcours qui n'est pas des parcours prophétiques. On a commis des erreurs, tout le monde peut commettre des erreurs. On a peut-être mal regardé, mal apprécié, mal pesé les choses. Mais c'est pour autant qu'on doit être incarcéré. Ou que certains dans la société applaudissent notre mort, notre incarcération. Absolument pas. Adlan Mellah est incarcéré au-delà de l'aspect juridique. Quand il s'agit d'une... Vous voulez dire en violation de la loi? J'irai encore beaucoup plus loin. Oui. C'est quoi la loi? La loi, dans un pays, c'est pour pacifier les relations dans la société et asseoir une certaine forme d'organisation. Au-delà de la loi, il y a ce qu'on appelle la philosophie de la loi. C'est-à-dire la philosophie de la loi précède le texte et les mécanismes d'application de cette loi. La philosophie de la loi en Algérie n'est pas faite pour pacifier, pour installer les mécanismes de pacification et de vivre ensemble, donc le bonheur de la société. Elle est faite pour brimer la société. Elle est faite, les lois qui sont en train d'être appliquées actuellement, bien qu'elles sont aménagées, et quand l'aménagement y est, il y a toujours des mécanismes pour pouvoir la torpiller. Vous savez, si on parle de loi, est-ce que l'actuel chef de l'État est légitime sur le plan de la loi? Il a fait sa visite médicale, il y a un médecin. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de contrats qui sont donnés à leurs amis, à la mafia, répondent à des critères de loi? C'est ça les questions fondamentales. Donc, moi, je n'irai pas sur ce plan, bien que Mme Assoul, brillamment, et d'ailleurs, je remercie le collectif des avocats, j'aimerais bien que tous les avocats en Algérie se solidarisent. J'aimerais bien que tous les Algériennes et les Algériens, en dehors du corporatisme, les journalistes, ainsi de suite, solidarisent. Et je dis une seule chose aujourd'hui, j'ai envie de dire à Adlan Mellah, j'espère qu'il va m'écouter. Nous te voulons vivant. Je ne le connais pas. Peut-être que je ne partage pas ses convictions. Je n'en sais absolument rien. Mais aujourd'hui, même si demain il va sortir de prison, il va me diffamer, il va m'insulter, je ne pense pas qu'il va le faire, il est issu d'une bonne famille. Mais je vais me battre pour qu'il soit libéré et pour qu'il dise. Nous le voulons vivant, parce que c'est l'espoir. Il est jeune. D'arrêter sa grève de faim, parce que perdre 14 kilos. Pense à tes enfants. Et nous sommes là. On te soutient, on est là, on va y aller jusqu'au bout, on fait ce qu'on peut. Mais ce système qui utilise un arsenal de lois qui est issu du premier coup d'État contre le peuple algérien, à savoir la Constitution de 63. Et puis par la suite, le deuxième coup d'État de 92. Parce que cet arsenal de lois qu'ils sont en train d'utiliser, il est issu d'une philosophie de loi, à savoir la philosophie d'éradication. D'éradication de quoi? De tout ce qui est différent. Ils ne savent pas composer avec la différence. Ils ne savent pas c'est quoi la médiation. Ils ne savent pas c'est quoi un ra'i al-mukhalif.
الرأي الضد. Saïd, mais ces gens, vous le dites vous-même, ils sont imposés par la ruse, par la force, par la brutalité, Par le crime. par le crime, par la manipulation de la rapine. loi, par l'usage des enfants du peuple qu'ils ont embrigadés pour devenir leurs soldats et leurs policiers. C'est normal qu'ils ne respectent pas ces lois. C'est normal, ils sont dans leur logique. Ce qui est moins compréhensible, comment ces gens ne comprennent-ils pas qu'ils sont dans une dynamique suicidaire, y compris pour eux-mêmes? Ils vont foutre ce pays en l'air. Il y a deux prismes de lecture. Le premier, c'est qu'ils le font pour que par la suite, ils vont nous tenir par le chantage du chaos. Il y a le deuxième, et là, il y a une très forte probabilité, c'est qu'ils sont inconscients, ils sont tellement obtus, ils font tête baissée, et c'est une attitude suicidaire. Pour eux, ils sont inconscients. Moi ou le déluge? C'est-à-dire, moi ou le déluge. Moi ou le déluge. J'espère qu'à un certain moment, ils auront un sursaut de conscience. Un sursaut, je ne sais pas comment... Mais s'ils ne l'ont pas aujourd'hui, Saïd, à la veille de ces échéances présidentielles où ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord pour savoir qui ils vont désigner. Je ne dis pas qui ils vont faire élire. Comment voulez-vous qu'ils aient un sursaut de conscience? Pessimiste de constat, mais optimiste de volonté. Pessimiste de constat, c'est-à-dire un régime qui tue 200 000 personnes, Jamal dit. Un régime qui, dans les années 60, l'armée des frontières, c'est ça la spécificité algérienne, a marché sur des corps pour pouvoir prendre le pouvoir. Ils ne pensent qu'au pouvoir. Dans les années 60, l'autre avis, qu'est-ce qu'il faisait? Ceux qui avaient un avis contraire, soit ils l'assassinaient, soit ils l'emprisonnaient. Dans les années 60, y compris dans les années 50, a commencé par Ben Ramadan, l'assassinat, le crime fondateur. Oui. Dans les années 70, c'était la même chose avec Boumediene. Ben Bella, c'était la même chose. Boumediene, c'était la même chose. Boumediene, c'était Karim Belkacem, c'était Chabani. Et puis par la suite, Chedli, c'était la même chose. Chabani, c'était plutôt Ben Bella, mais avec Boumediene. Avec Boumediene. Oui. Et puis, dans les années 90, c'est 200 000 morts, 20 000 disparus. Les journalistes, c'est Yefsah, c'est Maqbel, c'est Djaout, c'est-à-dire c'est un régime qui ne donne pas sa valeur à la vie humaine, qui ne voit pas... ajoutons à cela, on vient de fêter les 27 ans. Et ça, il y avait une couverture spéciale des 27 ans d'arrêt du processus que moi j'appelle démocratique, que les autres appellent... Oui, c'est nouveau. Les gens ne disent plus interruption du procès électoral, ils disent interruption du processus démocratique. Mais nous, depuis 92, on l'a dit, démocratique. C'est Bouchachi qui a lancé cette formule, il me semble. Hein. Mais non, mais c'était Aït Ahmed qui l'avait lancé déjà en 92, arrêt du processus démocratique. Son intervention... C'est très vrai, hein. Moi je crois que ça répond mieux. Oui, écoutez, il y a aujourd'hui dans les prisons algériennes des prisonniers, 27 ans durant, ils sont innocents. Aucun n'en a parlé. Ou du moins, ils ont été jugés dans des conditions inacceptables. 27 ans, Djemeldine, parce qu'ils ont d'autres convictions. Et personne n'en parle. Hein. Personne, y compris dans la couverture spéciale, personne n'en a parlé. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je dis, à un certain moment, arrêtons la politique. Ne faisons pas de calcul politicien. Parlons humain. C'est pour ça que j'ai envie qu'on donne à toute cette situation une approche humaine et humaniste. C'est pour ça que j'ai commencé mon intervention en disant c'est un jeune, ça pouvait être moi, ça peut être un autre. Et d'autres prennent aussi d'autres formes d'incarcération, comme ceux qui prennent les pirogues pour quitter l'Algérie. Ça aussi, c'est des incarcérations. Adel était en train de se suicider. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas l'injustice. Il y a des milliers d'Algériens qui sont en train de se suicider tous les jours. À leur façon, en empruntant une barque pour partir... Soit par une barque, soit par l'indifférence, soit par les psychotropes, soit par les tentatives de suicide. C'est le premier pays au monde en termes de suicide des moins de 18 ans. Restez avec nous, Saïd. J'essaie de faire... Zoubida Assoul... Saïd Akini est en train de nous dire de façon très vraie que la situation est gravissime pour tout le monde. Hein. Pour tous ces jeunes des haragas, pour tous ces jeunes qui rêvent de partir, pour ces hôpitaux bondés qui sont devenus autant de mouroirs. Vous avez entendu parler de cette maison de retraite à Batna où on nous a montré des images atroces pour voir comment sont traitées les personnes âgées dans ce pays qui sont livrées à de véritables monstres.
les écoles, tout dans ce pays est en train de tomber en ruine, une justice totalement corrompue, des politiciens totalement corrompus qui ne reculent devant rien pour garder le pouvoir. Nous allons aller où comme ça, Zubeida Assoul? Si jamais je crois que le constat, tous les Algériens le font tous les jours, chacun à son niveau et avec ses mots. Aujourd'hui, effectivement, nous assistons à une situation gravissime en Algérie en termes de déliquescence des institutions de l'État. Le pays n'est pas géré, tout simplement. Vous avez vu le cheptel au vin, ce qu'il subit aussi. En termes d'épidémie, il n'y a pas de vaccin pour ce cheptel. Les Algériens, des jeunes, par dizaines, chaque semaine, on a des dizaines de morts par les voies de la mer. La déprime généralisée en Algérie, c'est pourquoi nous, ce matin, ça a été à la fois un rassemblement symbolique pour dire qu'il faudrait que l'incarcération contre les journalistes cesse. Il faudrait que Adnan Mellah ou tous les journalistes qui sont encore en prison soient les derniers à être en prison ou emprisonnés par ce système. C'est pourquoi nous, en tant que politiques, on appelle à la rupture avec ce système et qu'on propose un mode de gouvernance nouveau qui puisse garantir aux Algériens et aux Algériennes une vie digne, un état de droit, un état où les Algériens peuvent exercer l'ensemble de leurs droits qui sont consacrés par toutes les constitutions depuis 1963 à ce jour, qui sont la liberté d'expression, la liberté de la presse qui a été chèrement acquise par de grands sacrifices, par des journalistes qui sont morts, d'autres journalistes qui continuent aujourd'hui à lutter, des journalistes qui se font incarcérer jusqu'à ce jour. Il faudrait que ça soit la fin de ce cycle justement d'atteinte aux droits de l'homme en Algérie, mais cela ne peut se faire qu'avec les citoyens. Il faudrait qu'il y ait une prise de conscience. C'est ce que nous essayons aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas uniquement Adnan Mellah qu'on défend, on défend l'indépendance d'abord des journalistes, la liberté des journalistes en tant qu'Algériens qui ont le droit de s'exprimer, d'exercer leur métier de journaliste librement et selon les règles de déontologie exigées par les lois de la République. Aujourd'hui, cette liberté de la presse est en danger avec ce système-là, parce que l'Algérie aujourd'hui, c'est ce système qui porte atteinte à l'honneur de l'Algérie et à son classement à l'échelle mondiale. Quand on prend les repères justement onusiens sur le classement d'un pays en termes de respect des droits de l'homme, des libertés, etc. L'Algérie, les derniers rapports. Mais ce régime, Zubeida Assoul, ce régime, est-ce qu'il ne se rend pas compte qu'il est dans une dynamique suicidaire pour lui-même, qu'il risque de faire exploser ce pays, qu'il risque de tuer ce pays, qu'il risque de mettre fin à l'histoire de ce pays? Est-ce qu'il ne s'en rend pas compte? Je crois qu'il est dans une autre logique. Il n'est pas du tout dans la même logique que la nôtre. Nous, on parle de l'Algérie. Eux, ils parlent de pouvoir. C'est pas du tout, on n'est pas sur le même registre. C'est pourquoi que lui, il s'est installé dans une logique de prise de pouvoir, de maintien au pouvoir, vaille que vaille, quoi. C'est l'intérêt de l'Algérie, le devenir des générations, c'est pas du tout son souci. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, on est disons, convaincus que ce système-là ne veut pas se remettre en question, il ne veut pas regarder les choses en face, il ne veut pas prendre ses responsabilités et au moins une fois se dire que l'heure est grave et qu'il faudrait arrêter des dégâts. Il continue dans sa logique d'imposer sa voie de fait, d'imposer sa logique, de dire je suis là, j'y reste. Et la justice dans tout ça? Nous avons deux choix, si jamais. Oui. Nous avons deux choix. Ou bien, en tant que citoyen, en tant qu'élite dans ce pays, qu'elle soit en Algérie ou alors
notre diaspora qui est à l'étranger et dans tous les pays du monde, ou bien on va rester, comme disent les PNListes, ou bien on va rester en tant que victime, ou alors on va se comporter en responsable. Nous avons choisi d'être responsables et de jouer notre rôle, de dénoncer ce comportement de ce pouvoir, de dénoncer tout ce qu'il fait, tout ce qu'il porte comme préjudice à la nation algérienne. Et ça, nous devons le faire, nous devons continuer à le faire, et nous devons être de plus en plus nombreux à le dire et à le crier haut et fort. Et je reviens à vous dans un moment pour vous demander justement de nous expliquer l'attitude tout à fait incompréhensible, en l'occurrence, du corps de la justice, de la magistrature. Amira Bouraoui, c'est vrai qu'il y a quand même un frémissement au sein de la corporation de journalistes, un début, un balbutiement de solidarité. Mais vous ne pensez pas que ce n'est pas suffisant, que devant de telles histoires, de telles affaires, de telles gravissimes incarcérations, les journalistes devraient se mobiliser un peu plus quand même? Ils se sont mobilisés ce matin, ils étaient présents. Je ne peux pas en vouloir aux journalistes aussi parce qu'ils subissent énormément de pression. Les journaux eux-mêmes, les médias, on a vu combien de télés ont été fermées, combien de journaux ont été fermés. C'est pour ça qu'ils se disent, on préfère avoir une moitié de liberté d'expression que rien du tout. Et ça, je peux le comprendre parce qu'on les pousse à la censure. Donc c'est à nous aussi, société civile et militants, de les soutenir, ces journalistes, car ils représentent l'opinion et ils représentent le quatrième pouvoir qui est le nôtre. C'est pour ça que j'appelle les militants à soutenir à chaque fois qu'un journaliste est menacé, à le soutenir parce que c'est Amira Bouraoui, notre liberté. Amira Bouraoui, pardon de vous interrompre, je suis désolé, mais je ne peux pas ne pas vous interrompre. Quand vous dites le quatrième pouvoir, parce que vous pensez que les trois pouvoirs existent, le législatif, exécutif, judiciaire? Non, il n'existe pas, mais on travaille et on milite pour qu'il puisse exister. Je suis contre le défaitisme, je suis quelqu'un d'optimiste, sinon je ne serais pas militante. J'estime aujourd'hui que le journaliste algérien, si on continue comme ça à le brimer, à le mettre en prison, il viendra le jour où ça sera carrément la Corée du Nord et on s'en approche. Comment ça se fait que Merzouk Touati, comment ça se fait qu'on le mette en prison pour 7 ans parce qu'il a accordé une interview à un Israélien parce que Gelek, il va nous espionner. Il va nous espionner, Yanès. On est au 21e siècle. L'espionnage, il est économique, il se fait au niveau des entreprises. Qu'est-ce qu'on produit pour qu'on vienne nous espionner? Est-ce qu'on a une industrie de voitures? On n'a rien du tout. Et tout le monde connaît notre situation financière, politique. C'est-à-dire que c'est burlesque. 7 ans de prison. Un jeune homme, 7 ans de prison. Et Ben Naoum Abdallah aussi est en train de croupir dans les geôles du régime. Oui, la liste n'en finit pas. La liste n'en finit pas. Et Adlen Mellah doit absolument, c'est ce que j'ai dit ce matin à son épouse, arrêter cette grève de la faim. Parce que s'il meurt, on n'aura absolument rien gagné. Il m'a envoyé un message avec Badi Abdelghani en me disant, c'est vrai que moi j'ai soutenu le 4e mandat en 2014 et j'ai eu tort. Et c'est toi qui avais raison. Et ensuite, on voit des militants qui disent, je ne le soutiens pas celui-là parce qu'il a soutenu le 4e mandat en 2014. Et il avait aussi le droit de soutenir le 4e mandat. C'était sa position à lui. C'était une situation particulière avec des guerres un petit peu partout autour de nous. C'était pas évident. Il y a eu une peur chez les Algériens et certains, effectivement, ont soutenu le 4e mandat pour ne pas vivre ce qu'ont vécu d'autres pays aux alentours. Ceci dit, aujourd'hui, c'est pas parce que quelqu'un a changé d'avis et a décidé de dire non au 5e mandat qu'on va le mettre en prison ou qu'on ne va pas le soutenir parce qu'il a soutenu le 4e. Parce que à chaque fois, vous avez des militants qui vous disent non, moi je soutiens que celui-là ou celui-là. Non, la liberté, on ne la morcelle pas. On la soutient entière ou on ne la soutient pas. Et restez avec nous, Amira Bouraoui. Saïd Aknin, je suis tenté de vous poser la même question.
cette solidarité de la corporation, des journalistes, surtout des patrons de presse. Patrons de presse qui sont totalement absents, parce qu'ils y trouvent leur compte, très probablement, mais aussi de nos confrères qui se comptent par milliers. Mais on ne les voit pas. Quand il y a, par exemple, une manifestation comme celle d'aujourd'hui, c'est à peine s'il y a quelques journalistes. Je ne dirais même pas quelques dizaines. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Jamal Din, il y a un procédé dans la résolution des problèmes dans le management qu'on appelle les causes racines. Les causes racines. Les causes racines. Oui. Les causes racines. Maintenant, revenons à la situation de la presse et aux conditions de sa création. Je pense que vous m'avez éclairé dans l'émission précédente dont vous avez traité du sujet avec M. Ben Mamar, qui avait fait une intervention très remarquable. Vous avez évoqué les raisons avec lesquelles cette presse est née et elle a été corrélée de surcroît à cette ouverture des partis politiques, le multipartisme, ainsi de suite, ainsi de suite. Le mot, vous l'avez si bien utilisé, patron de presse. Patron, il est fait pour faire des bénéfices, pour faire fonctionner son entreprise, dégager des cash flows et parfois investir à l'étranger, ainsi de suite, et j'en passe des meilleurs. Le pouvoir central, il a utilisé d'autres moyens, à savoir la NEP et la publicité. Il y a certains journaux qui ont 12 pages. Sur 24, c'est incroyable, la moitié du journal. Et ça, pour être honnête, c'est toi-même qui me l'avais appris parce que j'ai écouté l'ancienne l'émission. Donc, dans cette situation, est-ce que j'attends d'un patron d'avoir des convictions? Est-ce que j'attends d'un patron qui est corrélé, dont la richesse, dont l'existence même en tant que patron est liée? Il y a une très forte corrélation avec le régime en place, avec le système. Absolument pas. Et les syndicats de journalistes dans tout ça. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Si on juge, on veut moins comprendre. Si on comprend, on veut moins juger. Il y a des situations qui, parfois, effectivement, sont très complexes. Ne me parlez pas des syndicats qui sont affiliés au syndicat Maison, à Sidi Saïd, puisque si on était dans de bonnes conditions... Même pas, il y a des syndicats autonomes, mais qui ne sont pas très... J'arrive aux syndicats autonomes, y compris les syndicats autonomes. Parfois, ils ont été créés pour noyer les autres syndicats, ainsi de suite. On connaît tous la musique. En 89, pour pouvoir affaiblir certains partis, ils ont créé d'autres. Des clones. Avant, c'était la rétention de l'information. Aujourd'hui, c'est... l'autocensure. Aujourd'hui, il y a une certaine forme d'inflation de l'information à tel point qu'il tue la vérité. On ne sait plus qui est qui, on ne sait plus. C'est ça qu'on fait aussi aux militants qui sont sincères, qui sont honnêtes, pour pouvoir les brimer. On ne les brime pas directement. On construit artificiellement d'autres militants qui sont parfois payés l'opinion publique, qui sont parfois payés par des cliniques, d'autres fois qui sont payés par des commerçants, par des patrons interposés, ainsi de suite. Et ça, c'est justement la technique chirurgicale du système pour pouvoir à la fois construire un leadership économique, la presse artificielle, construire un leadership politique artificiel, construire un leadership culturel artificielle, culturelle, la folklorisation artificielle, et tout ça pour rendre la problématique invisible et lisible. Et l'opinion publique. Et pourquoi l'opinion publique algérienne ne réagit-elle plus à rien? Est-ce parce qu'elle a été muselée? Est-ce parce qu'elle a été anesthésiée? Est-ce parce qu'elle n'est pas sensible à ce genre de situation? C'est multifactoriel. De nature, la société algérienne, et je suis très très loin de dire société, je pars par moi et puis par la suite, je pense que j'ai vécu dans un village, dans une commune, et le dernier cas de solidarisation avec Melha que nous avons vu en 24 heures, nous avons récolté plus de 20 000 euros pour cette fille, pour qu'ils aient un toit. Oui. Et j'ai des amis aujourd'hui qui sont sur une initiative pour offrir des toits. Parce que cette situation nous a appris une leçon à vie. À vie. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, j'ai pleuré toute la nuit parce que ça pouvait m'arriver, ça pouvait arriver à tout le monde. C'est pour ça que je dis, ayons une approche humaine et humaniste des questions comme cette d'Adlan Mellah et non pas une approche politique et politicienne. C'est pour ça aussi que le peuple algérien, nous avons vu aussi cette solidarité qu'il y avait quand ce jeune homme, Ayesh, était au fond du puits. Oui. Et aujourd'hui, c'est l'Algérie qui est au fond du puits. Oui. L'Algérien, par nature, quand l'autre Algérien verse une larme,
il verse lui-même une larme. L'Algérien, quand il est en prison, c'est une partie de moi qui est en prison. L'Algérien, une goutte de sang de chaque Algérien, c'est une partie de moi. Est-ce que ce n'est pas trop idéalisé, Saïd? Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Moi, j'ai l'impression que la société algérienne est devenue froide, insensible, qu'elle ne ressent plus rien, que ses membres, c'est du chacun pour soi, haddi babdari, c'est de l'individualisme forcené. J'ai cette impression, du moins. La problématique de s'attaquer d'abord à la cellule familiale a commencé avec l'intrusion et la domination de l'ultracapitalisme sur les autres modes et modèles. Ils se sont attaqués à la famille, ils ont installé le froid, ils ont installé un certain nombre de choses dans les sociétés. Ça, ce n'est pas propre à l'Algérie, c'est mondial, mais simplement. L'Algérie est une société à solidarité mécanique. C'est une société dont on a... Dans mon village, il n'y a pas de pauvres, Djemeldine. Dans mon village, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de toit. Dans mon village, il n'y a personne qui meurt de faim. Je pense que c'est le cas plus ou moins de tous les villages en Algérie, à certaines exceptions. Quand on entend qu'il y a quelque chose qui nous dépasse ou qui a dépassé le village, on a vu cet exemple de solidarité. Moi, je dis tout simplement une chose. Parce que le peuple algérien, il a reçu des coups. Je termine dans une seconde. Il a reçu beaucoup de coups. On l'a trahi plusieurs fois. On a utilisé des identités à des fins commerciaux. On a utilisé des cas humanitaires à des fins politiques. On a utilisé ainsi de suite. Ce peuple maintenant est devenu méfiant. C'est tout. À chaque fois qu'il y a une question, à défaut, je vais vous donner un petit exemple. La question de Ma'toubin al-Jaish, ce mouvement. Tout le monde était venu, les partis politiques, les ceci, les leaders politiques, la classe politique, chacun essaye de dire voici, ils m'appartiennent. Alors que ce n'est pas comme ça, il faut les laisser dans leur cadre, qu'ils soient autonomes, ils appartiennent à personne. Leur misère, pas de récupération politique et politicienne. Leur misère à eux ne leur suffit pas. Arrêtons de faire de la politique sur la détresse des gens. Ça, c'est très important. Zoubida Soul, je rappelle que vous êtes avocate. Le corps de la justice, la magistrature, je crois que je n'exagérerai pas en disant qu'elle est infestée par le phénomène de la corruption et je reste très mesuré. Ça va rester comme ça au niveau de la justice, un instrument, un outil entre les mains du régime et seulement un outil? Malheureusement, si jamais la justice, c'est pas un slogan. L'état de droit, ce n'est pas un slogan. Ce système en a fait un slogan et un outil de répression à son service. Parce que vous savez, l'indépendance de la justice ou l'état de droit, c'est un contenu, c'est un comportement. Ça veut dire, si on parle de l'état de droit, si on parle de l'indépendance de la justice, il faudrait que toutes les institutions de l'État, il faudrait que tout responsable politique, quel que soit son niveau, à commencer par le chef de l'État, accepte lui-même de se soumettre à la justice, de ne pas être au-dessus des lois. Or, aujourd'hui, nous assistons en Algérie à un système politique qui, lui, ne croit pas d'abord en la justice. Il veut utiliser la justice comme façade de répression pour essayer de répréhender toute personne qui ne marche pas avec le pouvoir ou alors de l'utiliser pour lui, pour se faire une propagande. On a pour preuve, c'est que le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, vous dit lui-même, quand les gens lui ont dit « Pourquoi vous n'avez pas saisi la justice quand on vous a fait un putsch qui est totalement en contradiction avec le règlement intérieur de l'APN ?» Il dit « Vous savez très bien qu'il n'y a pas de justice et que ça ne sert à rien de déposer plainte devant la justice. » Je veux dire, c'est quelqu'un vraiment du système qui, lui, vous dit cela et tout le monde le sait. Donc, les politiques que nous avons, à travers certains procès politiques, aujourd'hui, nous avons la preuve. On a eu les derniers sur lesquels moi-même et faisant partie du collectif des avocats, on a eu des responsables politiques d'un pays qui étaient soi-disant victimes, mais qui ne se présentent pas devant la justice. Ils considèrent qu'ils sont au-dessus de la justice. Et donc, à partir de là, vous vous attendez à quoi? C'est-à-dire que la justice chez nous,
c'est d'abord une volonté politique à un haut niveau de l'État qui doit être affichée avec par la suite tout l'arsenal juridique qui garantit de manière irréversible que la loi est au-dessus de tous et que la justice est là. Il n'y a pas de privilège de juridiction, il n'y a pas de gens qui soient au-dessus des lois et que la justice doit s'appliquer à tous. Quand on convoque un ministre de la République, il doit se soumettre à la justice, il doit se présenter devant le juge, qu'il soit témoin ou à titre de prévenu, il faut qu'il se présente devant la justice. Merci. Or, aujourd'hui, nous constatons que la justice est faite que pour les pauvres, elle n'est pas faite pour les gens du pouvoir. Merci Zobeida Assoul, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Amira Bouraoui, en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Donc, est-ce que vous avez un appel à l'ancien particulier, une remarque particulière pour cette histoire de détention de gens qui ne font que s'exprimer, qui ne font qu'exprimer leurs droits? D'abord, je tiens à dire que la société civile n'est pas anesthésiée. Pourquoi Mellah a été mis en prison? Il a été mis en prison parce qu'il a fait un appel pour soutenir d'autres qui étaient en prison et que de jeunes Algériens sont sortis avec lui. Aujourd'hui, la toile, l'Internet, Facebook échappent au pouvoir. Et Adlen Mellah a usé de ce pouvoir-là, de liberté d'expression, et il a appelé des jeunes, ils sont sortis avec lui. Ils ont eu peur d'un effet boule de neige. Donc ils essayent à chaque fois d'étouffer dès que ça prend. C'était pareil en 2014 contre nous, M. Benchenoub. Dès qu'on est sortis, on nous a peut-être pas mis en prison, mais on nous a salis médiatiquement. Donc on essaye à chaque fois de tuer dans l'œuf une quelconque protestation et de faire peur. Moi, je demande, l'appel que je fais aujourd'hui, il est essentiellement à Adlen Mellah d'arrêter cette grève de la faim, parce que Tamalte, aujourd'hui, on n'en parle pas assez. Tamalte a été probablement assassiné en prison. Dire qu'il a fait un AVC, c'est ce qu'avait dit à l'époque la déclaration pénitentiaire, avait dit qu'il avait fait un AVC, qu'il avait été opéré en urgence à l'hôpital Mayo. Depuis quand on opère des AVC? Et il n'y a eu aucune autopsie, on s'est empressé de l'enterrer, et hélas, qu'il lit Tamalte même. Il n'y a pas eu d'autopsie pour Tamalte, je le rappelle. Hein? Ou alors il y a eu une autopsie sur commande dont personne ne sait rien. On n'a eu aucun résultat. Ils nous ont dit qu'il a fait un AVC. On a vu une photo avec probablement qu'il a été... Pour moi, il a fait un hématome extradural traumatique. Voilà, et il est mort, il a été enterré, donc il a été probablement assassiné. Aujourd'hui, Mellah, avec sa grève de la faim, s'il lui arrive quoi que ce soit, ils vont nous dire qu'il s'est suicidé. Alors il doit absolument arrêter cette grève de la faim. Merci. Vivant, oui. Merci Amira Bouraoui, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Saïd Aknin, le mot de la fin. D'abord, j'interpelle aussi, je l'appelle fraternellement, la fraternité de l'humanité. Adlen Mellah a arrêté à suspendre sa grève de la faim. Nous le voulons vivant. Et moi, je le veux vivant en étant divergent avec moi. Ça, de un. Deuxième des choses, nous sommes dans une situation où il y a une impasse globale. Nous espérons que ceux qui détiennent le pouvoir en Algérie, ceux qui détiennent le système, aient un sursaut d'humanité. Je ne leur parle pas de sursaut de conscience. Un sursaut d'humanité pour que ce pays ne soit pas emporté, ne soit pas disloqué, ne disparaisse pas avec ce qu'il représente comme mémoire, comme histoire, comme valeur qui dépasse les richesses matérielles, qui dépasse. L'Algérie, c'est une leçon au monde entier en termes de libération, en termes de guerre contre le colon. L'Algérie, elle a de grandes potentialités, des potentialités humaines, et des richesses humaines énormes, une diversité richissime avec quoi on peut développer ce pays. Il y a des possibilités. Aujourd'hui, j'espère qu'aucune goutte de sang d'un Algérien ne soit versée. Nous espérons qu'il n'y a pas de larmes, qu'il n'y a pas de sang, qu'il n'y a pas de tristesse, que le peuple algérien, il veut chanter, il veut danser, il veut voyager, il veut rêver, il veut... alors, autant lui donner cette possibilité
de reconstruire un nouveau rêve comme celui qu'ils ont construit, à savoir l'indépendance de l'Algérie fut un rêve, elle a été réalisé. L'Algérie indépendante parce que le peuple indépendant de demain, parce qu'ils ont réussi comme l'a dit si bien Aït Hamidallah Yarhamou, on a libéré l'Algérie mais pas le peuple algérien. Le peuple algérien, il sera indépendant, mais dans quelles conditions et à quel prix? À quel prix? Il y a des échéances qui approchent. Il y aura des arrestations claniques. Il y aura des arrestations politiques. J'espère que nous les mettons en garde, encore une fois, et j'ai l'habitude de dire ça. Nous les mettons en garde à ce qu'aucune goutte de sang d'un Algérien ne soit versée, aucune larme ne soit versée. Nous le mettons en garde aussi à ce que Adel Mellah et les autres, pas que Adel Mellah, moi j'ai dit y compris ceux qui furent arrêtés avec des procès bidons il y a de ça 27 ans, qu'ils soient libérés. Nous voulons un pays de paix, nous voulons un pays prospère, nous voulons un pays de rêve, nous voulons un pays de vivre ensemble, nous voulons un pays où on va aimer la vie, on ne va pas chercher à mourir comme le cherchent aujourd'hui les jeunes. Et je lance un appel à la jeunesse. Impliquez-vous. Impliquez-vous, que ce soit par l'art, il y a des prémices, ils sont là. Impliquez-vous par la poésie, par le chant, impliquez-vous par des actions d'entraide, impliquons-nous, y compris moi, je m'intègre parce que, y compris moi, parfois je n'ai pas la conscience nécessaire, je n'ai pas le temps nécessaire, alors autant tous chercher les voies et moyens pour restituer le pays à la patrie et au peuple. Merci Saïd Aknin, merci Zoubida Assoul. Merci Amira Bouraoui, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, salama.